On va maintenant passer à une nouvelle session et donc on aura la présentation de Gérard Moreau juste après. Donc là maintenant, on va passer donc à la session, donc on va discuter des contributions d'Edmond Becquerel dans le domaine du photovoltaïque. Et donc je laisse la main à Jean-Éric Bourré et Jim Seitz, qui seront les présidents de cette séance. Donc Jean-Éric. Thank you very much, Alexandre. Merci, Alexandre. J'ai le plaisir de présenter Jim Seitz pour co-présider cette session. William Sherry Award. Il a reçu le prix William Sherry. Je vais présenter le premier intervenant et mon collègue va présenter le deuxième intervenant. Je m'appelle Jean-Éric Bourré. Je suis un ancien chercheur de CNRS. Depuis 1976, j'ai travaillé dans différents laboratoires français sur différents types de semi-conducteurs, de cellules photovoltaïques semi-conducteurs. Ensuite, on travaillait sur des systèmes polycristallins, silicone, et à l'école polytechnique sur le silicone. Cet après-midi, nous aurons une présentation du professeur Snaith sur les perovskites. Je vous présente Dr Jérôme Fatté, professeur à l'Université de Limoges, qui est l'auteur d'une thèse sur l'histoire et la philosophie de la science. Et cette thèse est intitulée Edmond Becquerel, recherche sur la nature de la lumière entre 1839 et 1843. Ceci correspond à l'étude de l'effet électrochimique de la lumière, qui était le titre de l'article d'Edmond Becquerel présenté en 1839. Professeur Fatté. Est-ce que vous m'entendez? Un peu plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Plus fort. Plus fort. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous pouvez mettre un peu plus fort, s'il vous plaît. Un peu plus fort. Je peux essayer de mettre un peu plus fort. De parler plus fort pour l'interprète. Ok, alors je vais... On n'entend pas bien. Non, on entend. C'est bon, mais il faut parler plus fort. Oui, il faut parler plus fort si c'est possible. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Merci Très beaucoup. bien. Alors, je vais essayer. Très bien. Alors, est-ce que le partage fonctionne? Est-ce que vous avez mon PowerPoint? Oui, le partage fonctionne très bien. Très bien. Alors, je vous remercie. Alors, bonjour. Je vais aujourd'hui vous présenter le travail dont a parlé Christine Blondel dans la première partie de cette session. Le travail d'Edmond Becquerel sur le développement de l'actinomètre électrochimique qui lui a permis de découvrir l'effet photovoltaïque. Quelques mots du contexte. Le travail d'Edmond Becquerel que je vais présenter aujourd'hui commence en 1839. Il a alors 18 ans et c'est l'année de la publication du premier procédé photographique par Louis-Jacques Mandé-Daguerre qui est nommé le daguerréotype. Et Edmond Becquerel s'intéresse énormément à ce procédé photographique et sous l'influence probable d'Arago, Edmond Becquerel va commencer son travail scientifique dans le cadre de sa thèse de physique et de chimie en se centrant sur l'analyse des réactions chimiques qui se produisent sous l'effet de la lumière solaire, c'est-à-dire vraiment un intérêt pour ce qui se passe dans le cadre du daguerréotype tout nouveau.
Il réalise, nous dit-il, de nombreux clichés, comme cette vue du jardin des Tuileries qu'il réalise en daguerréotypie en 1840. Il a donc deux compétences, à la fois une compétence technique en photographie qu'il va développer en daguerréotypie et une compétence scientifique puisqu'il est l'assistant de son père dans le laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle. En 1839, le débat concernant la nature de la lumière est en voie de consensus, mais il continue d'être discuté par certains. Il oppose les défenseurs de la théorie ondulatoire, qui est développée par Augustin Fresnel et qui se répand extrêmement efficacement dans la communauté des physiciens, aux défenseurs de la théorie corpusculaire newtonienne, dont les défenseurs sont de moins en moins nombreux, mais sont pourtant encore actifs. Et l'un des personnages centraux dans le travail que je vais vous présenter se nomme Jean-Baptiste Biot. Il est, en 1839, l'un des plus fervents partisans de la théorie corpusculaire. À cette époque-là, la nature des radiations solaires est discutée. On identifie en réalité trois spectres distincts de rayons, trois spectres de radiation. Les rayons calorifiques qui ont été identifiés par Herschel en 1800. Les rayons lumineux qui produisent donc l'effet, la sensation de lumière. Les rayons calorifiques produisent la sensation de chaleur. Et les rayons chimiques découverts par Ritter en 1802 qui participent ou qui provoquent les réactions dites photochimiques. On a une quatrième sorte de spectre de rayons à l'époque qui est exploré par César Becquerel et Jean-Baptiste Biot, que sont les rayons phosphorogéniques. Ce sont les rayons qui produisent la phosphorescence. La lumière solaire, à cette époque-là, possède ces quatre spectres de radiation qui sont de nature différente, qui sont identifiés comme étant de nature différente et partiellement superposés. La différence porte donc, alors pour ce qui est des rayons chimiques qui vont m'intéresser ici, au sens que l'on donne à chaque spectre en fonction de la théorie, du modèle théorique dans lequel on se place. Dans le modèle corpusculaire, la lumière ou les rayons lumineux sont accompagnés d'éléments congénères au corpuscule de lumière, et ce sont ces éléments congénères qui produisent des effets chimiques. C'est l'idée défendue par Jean-Baptiste Biot. Et dans ce cas-là, le nombre de causes, la diversité de ces causes, de ces éléments congénères et les effets respectifs de chacun sont totalement inaccessibles à l'expérience, puisqu'ils accompagnent la lumière, mais ils ne sont pas quantifiables et expérimentables. Dans le modèle ondulatoire, seuls les rayons chimiques génèrent des effets chimiques. Il y a donc une seule cause et on peut imaginer étudier les rayons chimiques en étudiant les effets qu'ils ont sur la matière. Edmond Becquerel, dès 1839, semble se positionner son travail dans un modèle ondulatoire puisqu'il va étudier les effets des rayons chimiques sur les réactions photochimiques. Mais il ne prendra pas de position théorique, comme l'a expliqué Christine Blondel. Il est extrêmement prudent, en tout cas à cette époque-là, dans ses positions théoriques. En 1839, il propose la création d'un premier appareil qu'il ne nomme pas, qui est un vase entièrement opaque avec une petite lucarne qui laissera passer la lumière, un vase qui contient deux liquides de densité différentes qui sont superposés très délicatement l'un sur l'autre, et dans chacun des liquides est dissoute une substance qui va pouvoir réagir sous l'effet de la lumière avec la substance de l'autre liquide, et la réaction ne pourra se produire qu'à l'interface entre les deux liquides lorsqu'on éclairera cette interface. Dans chacun de ces liquides plonge une électrode de platine qui est reliée aux bornes d'un galvanomètre. L'idée, c'est simplement que lorsque la lumière va frapper l'interface, une réaction photochimique peut se produire qui va pouvoir être mise en évidence par la déviation de l'aiguille du galvanomètre. Il réalise des premières expériences, il mesure des effets, les publie, et dès la première publication sur ce sujet-là d'Edmond Becquerel, Jean-Baptiste Biot va réagir et l'attaquer. Alors, la logique que développe Edmond Becquerel dans cette publication est la suivante. Son idée est que la quantité de rayonnement qui va être reçue dans le vase est proportionnelle à la quantité de substance qui réagit à l'interface, et que cette quantité de substance est proportionnelle au maximum de déviation de l'aiguille du galvanomètre, donc au courant
qui peut être mesuré. Et donc, son idée, c'est qu'en mesurant le courant, il pourra évaluer la quantité de rayonnement reçu et donc étudier ce qu'on pense être les rayons chimiques. Cette partie-là, la partie basse de ce raisonnement a été démontrée par César Becquerel quelques années plus tôt et ça lui a valu la médaille Copley. La partie haute de ce raisonnement est une hypothèse d'Edmond Becquerel qui relève de la première apparition de ce qu'il va nommer l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'un courant par la lumière. La controverse s'engage avec Edmond Becquerel et elle porte essentiellement sur des points expérimentaux dont Becquerel doit tenir compte et qui lui permettront de faire évoluer ses expérimentations. Mais en fait, elle naît sur un désaccord sur la proportionnalité entre la quantité de lumière et la quantité de substance qui réagit, c'est-à-dire un désaccord qui semble relever d'un principe théorique. Cette opposition donc, de Jean-Baptiste Biot est extrêmement pertinente, puisque Jean-Baptiste Biot dit à Edmond Becquerel, en fait, qu'il n'a aucune certitude sur le fait que les effets électriques qu'il mesure avec le galvanomètre sont seulement dus à la réaction photochimique qui se produit à l'interface. Il peut y avoir aussi des effets qui sont dus à la lumière directement sur les électrodes de platine, donc de la lumière sur le métal, qui viendrait s'additionner aux effets mesurés lors de la réaction et qui rendrait impossible la quantification. On ne pourrait pas savoir quelle est la part des effets dus à la réaction photochimique et quelle est la part due à la lumière directement sur les électrodes de platine. C'est une objection qui est extrêmement pertinente et si Edmond Becquerel veut veut pouvoir valider ces résultats, il doit y répondre. Alors pour cela, il va inventer un nouveau type d'appareil qu'il ne nomme pas, que j'ai appelé appareil à deux compartiments, dont je vais vous présenter un exemple ici, qui relève du travail de réplication que j'ai fait. Donc c'est un appareil que j'ai refabriqué, qui contient donc deux compartiments. C'est une boîte en bois, en chêne, qui sera remplie de liquide, qui contient deux compartiments qui sont séparés, mais la cloison intermédiaire ne descend pas jusqu'au fond, ce qui fait que le liquide peut circuler entre les deux compartiments. Donc, la boîte en bois est remplie d'eau légèrement acidulée. Et dans chaque compartiment plonge une plaque de platine qui est censée représenter les électrodes de platine du premier appareil. Ces deux plaques étant dans l'obscurité totale, il peut éclairer une des deux plaques par le devant, l'autre restant dans l'obscurité. L'idée étant ici que si la lumière agit directement sur les électrodes de platine, elle ne va agir que sur l'une des électrodes, l'autre restant dans l'obscurité. Ces deux plaques sont reliées aux bornes de son galvanomètre. Donc, s'il y a un effet de la lumière sur l'électrode éclairée et pas sur l'autre, il pourrait observer un déséquilibre qui lui permettrait de savoir si effectivement la lumière agit sur le métal directement. Les résultats qu'il va publier à ce moment-là, montrent qu'il mesure en effet des effets de la lumière sur les plaques de platine lorsqu'elles n'ont pas été décapées. Mais lorsqu'il va redécaper ces plaques de platine chauffées au rouge et décapées à l'acide, il ne va plus mesurer d'effet. Il va en déduire d'une part que les résultats qu'il a obtenus avec son premier appareil étaient valides puisque ces électrodes étaient décapées. Il va en déduire, il va d'autre part faire quelque chose d'extrêmement important, c'est que comme il a obtenu des résultats mesurables avec des plaques de platine recouvertes d'une fine couche d'impureté, quand il n'y a plus la couche d'impureté, il ne mesure plus rien. Il va faire le lien avec les plaques de métal qu'il utilise par ailleurs en daguerréotypie, qui sont recouvertes d'une fine couche de substances photosensibles, la plupart du temps du chlorure ou du bromure d'argent ou un mélange des deux. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre à utiliser à l'intérieur de sa cuve des plaques préparées de la même manière que les plaques photographiques, c'est-à-dire des plaques d'argent recouvertes d'une fine couche d'halogénure d'argent, la plupart du temps du chlorure d'argent, et exposer l'une des deux plaques à la lumière, l'autre restant dans l'obscurité.
On observe alors à ce moment-là un renversement complet dans l'objet d'étude d'Edmond Becquerel. Jusqu'à ce moment-là, il souhaitait étudier la réactivité des substances photosensibles sous l'effet des radiations solaires. Il exposait différentes substances photosensibles à la lumière pour voir quels effets étaient mesurables. À partir de ce moment-là, il va se lancer dans l'étude des radiations solaires par l'intermédiaire des substances photosensibles, les substances photosensibles étant fixées, choisies, généralement le chlorure d'argent, ce qui va lui permettre d'étudier les différentes parties de la lumière solaire en particulier. C'est à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois l'utilisation du terme actinomètre électrochimique. Alors un actinomètre à l'époque, c'est un appareil qui permet d'effectuer des mesures de l'activité de la lumière. Ici, l'actinomètre électrochimique pour Edmond Becquerel, c'est donc un appareil qui permet d'effectuer des mesures de l'activité de la lumière par l'intermédiaire des réactions électrochimiques. En voici une gravure que je vous présente. Nous avons la cuve telle que je vous la présente ici, dans laquelle deux plaques de platine plongent. La représentation n'est pas fidèle parce qu'il essaye de montrer les différentes parties. Deux plaques de platine et la fente qui devrait être tournée normalement de ce côté-là. Chacune de ces plaques est reliée à un galvanomètre dit à fil long. Alors, je vais vous en présenter un exemplaire. Ce n'est pas tout à fait le même que Becquerel. En voici un qui date à peu près de la même époque. Voilà ce qu'est un galvanomètre. C'est un bobinage dont chaque extrémité du bobinage est reliée donc aux plaques ici. Au-dessus de ce bobinage tourne une aiguille aimantée qui va donc s'orienter en fonction du courant qui va circuler à l'intérieur du bobinage. Elle est juste suspendue. Le disque qui est ici, donc on parle de maximum de déviation de l'aiguille du galvanomètre, puisque le disque qui est ici est gravé en degrés, de 0 à 90, 180. Et ce qui va l'intéresser, c'est le degré de déviation. Il ne mesure absolument pas des courants en ampères ou en microampères. Il mesure des degrés de déviation et obtient des résultats comparables. Ici, le bobinage qu'on a ici, qui date sensiblement de la même époque, à environ 800 tours. Comme l'a dit Christine Blandel tout à l'heure, c'est le galvanomètre qu'utilise Edmond Becquerel à entre 24 000 et 30 000 tours en fonction des époques, ce qui lui donne une sensibilité qui est de l'ordre de la dizaine de microampères, voire du microampère, ce qui est vraiment extrêmement sensible. L'idée d'Edmond Becquerel est donc d'envoyer la lumière ici par un trou dans un écran, qui va ensuite passer par un prisme. Il va décomposer la lumière solaire avec un prisme et envoyer successivement différentes parties du spectre solaire à l'intérieur de son actinomètre électrochimique pour en étudier les effets successivement de chacune de ces parties. Il va réduire les portions de manière de plus en plus fine pour étudier très en détail les différentes parties du spectre solaire, les différents effets du spectre solaire. Ce qui fait qu'il va dévier simplement son spectre petit à petit pour envoyer les différentes parties du spectre et faire progresser son spectre. En 1841, je vais essayer d'aller plus vite, en 1841, il annonce avoir vérifié, donc il déplace son spectre et à certains moments, il observe pour certaines toutes petites zones du spectre, minuscules, qu'il n'y a pas d'effet électrique. Il en déduit qu'il n'y a pas de lumière. Et en fait, il va tracer des raies noires aux endroits où il suppose qu'il n'y a pas de lumière et il va identifier 300 raies sombres dans le spectre lumineux, dans le spectre chimique superposé au spectre lumineux, si je veux être exact. Et ces raies sombres sont parfaitement superposées aux raies que Fraunhofer avait identifiées quelques années avant en utilisant l'œil comme détecteur. Ce qui signifie pour lui qu'on a identité des propriétés, on a des raies sombres exactement au même endroit que les raies de Fraunhofer dans le spectre chimique et on a une superposition parfaite des spectres. Il en déduit qu'il y a identité de nature entre le spectre lumineux et le spectre chimique, ce qui va l'amener à pouvoir continuer son étude. Il va alors à ce moment-là continuer à déplacer son spectre dans la zone qu'il appelle au-delà du violet. C'est-à-dire qu'il fait simplement glisser au-delà du violet et il va continuer à mesurer des effets électriques
à partir de la zone au-delà du violet en progressant. Et en 1843, il annonce qu'il a mesuré 3 raies sombres dans la zone au-delà du violet. Il écrit d'ailleurs en 1843, alors les ultraviolets, c'est moi qui le réinterprète, existent et ce qui le prouve, ce sont les raies que l'on trouve dans cette partie du spectre. On a donc identité des propriétés entre ce qu'il y a avant le violet et ce qu'il y a au-delà du violet. On a des raies sombres et on a une juxtaposition des zones puisque expérimentalement, il se contente de continuer à déplacer son spectre au-delà du violet. Et il va en déduire qu'il y a identité de nature entre ce qu'il y a avant le violet et ce qu'il y a après le violet. Et il va élargir la définition de ce qu'on va pouvoir appeler la lumière. Il va écrire d'ailleurs en 1843, j'ai employé les noms de rayons lumineux, chimiques et phosphorogéniques pour désigner dans chaque cas la portion de rayon solaire qui agit pour produire en particulier les effets lumineux, chimiques et phosphorogéniques, mais cela est sans préjudice de l'opinion que je viens d'émettre touchant à l'existence d'un seul et même rayonnement, c'est-à-dire qu'il va apporter des éléments de preuve qui vont lui permettre d'unifier les 4 types de rayons dont j'ai parlé tout à l'heure, sous la même nature, c'est de la lumière qui va provoquer différents types d'effets. Tout au long de ce parcours, Jean-Baptiste Biot va continuer à s'opposer, mais à partir du moment où Edmond Becquerel découvre des raies sombres dans la zone au-delà du violet, dans les ultraviolets, il va commencer à s'émanciper du travail des questions de Jean-Baptiste Biot pour poursuivre son travail dans un champ qui semble être un champ théorique complètement différent, même si jamais il ne prend réellement position fermement, pas au maximum. Ici, nous avons la position théorique maximum qu'il a pu prendre à cette époque-là. Juste un mot de conclusion. J'ai répliqué toutes les expériences qu'Edmond Becquerel a menées à cette époque-là avec ses différents appareils jusqu'à l'actinométrie électrochimique et je souligne ce qu'a dit Christine Blondel tout à l'heure sur l'extrême précision expérimentale que cela nécessite, l'extrême maîtrise expérimentale que cela nécessite. Ce sont vraiment des travaux qui sont absolument remarquables. L'actinomètre électrochimique, lui, va continuer à être utilisé dans différents contextes de laboratoire dans la deuxième partie du 19e siècle. Il deviendra chez les photographes de l'époque un sensitomètre électrochimique, c'est-à-dire qu'il servira à régler la sensibilité des plaques photographiques qui vont être développées, donc un aspect purement technique, il deviendra un outil purement technique. Un des éléments qui me semble important de souligner, même si ça a déjà été évoqué, c'est une des questions qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'Edmond Becquerel on a eu du mal à lui rendre la postérité de ce type de découverte? Eh bien, c'est probablement parce que, en fait, ces résultats ont été extrêmement vite absorbés par la communauté scientifique. Et en moins de 3 ans, dès 1846, on trouve des traités de physique destinés à l'enseignement qui citent ces résultats comme étant des données importantes. Edmond Becquerel a 22 ans à l'époque et il est probablement trop jeune pour pouvoir espérer la propriété et la postérité de ses travaux. C'est donc une question aussi de délai didactique, la vitesse à laquelle la communauté absorbe ces informations qui fait que son nom n'y est pas associé. On voit ici le cheminement qu'a suivi Edmond Becquerel pour découvrir l'effet photovoltaïque dont on peut aujourd'hui lui reconnaître la paternité et dont Daniel Linco nous présentera les détails dans la suite de cette matinée. Je vous remercie. Thanks, Professor Fateh, for this very clear and enthusiastic talk. We have one question from the audience. This question is, so I turn in French. Monsieur Fateh, quelle autre méthode avait-on à l'époque pour évaluer l'intensité de la lumière? C'est une excellente question. On avait très peu de méthodes pour évaluer l'intensité de la lumière et en fait, je crois que, enfin, des connaissances que j'ai,
quels que soient les systèmes qu'on utilisait, à la fin, le détecteur final était l'œil humain. C'est-à-dire que dans tous les appareils d'optique qu'on peut utiliser, même si Fraunhofer développe un objet technique optique extrêmement précis, à la fin, le détecteur qui capte cette intensité lumineuse est l'œil humain. Je crois que l'actinomètre électrochimique est le premier réellement outil, je vais utiliser le terme outil, qui permet d'avoir des données objectivables qui vont permettre de comparer les résultats au-delà de la sensibilité de chaque expérimentateur. Voilà. Merci, professeur Fatet. Il y a une seconde question. Vous avez beaucoup parlé de l'actinomètre et du galvanomètre, donc on mesure des intensités. Pouvait-on mesurer une tension à cette époque-là? Pas dans ce type d'expérience. Ça n'est pas du tout le projet qui est réalisé dans ce type d'expérience. On se centre sur l'intensité. Alors, je pense que la grande spécialiste de cette question-là est Christine Blondel. Alors, peut-être que dans la suite des discussions après la matinée, il faudra lui donner la parole sur ces questions-là. Là, ici, en réalité, ce qui intéresse, c'est le maximum de déviation, c'est-à-dire les effets électriques, mais on n'est pas sur la tension. Voilà. Merci beaucoup. Je vois... Ah, pardon, je laisse. Est-ce que l'unification des rayonnements optiques proposés par Becquerel allait jusqu'aux infrarouges? Non, on n'allait pas jusqu'aux infrarouges. Les infrarouges, c'est plutôt la pile de Mélanie qui s'est occupée de les étudier à peu près à la même époque. Voilà. Merci beaucoup, professeur Fatet, pour votre fantastique exposé. Alors maintenant, je reparle en anglais, excusez-moi.